L'Orbe fait partie de ces fleuves qui n'ont pas donné leur nom à un département. Il est donc peu connu. Et pourtant, tout au long de son parcours de 136 km à sillonner du nord au sud le département de l'Hérault, il nous fait découvrir un patrimoine culturel et architectural de grande qualité. On trouve des villages pittoresques qui s'ouvrent à la lumière méridionale, des villes à taille humaine et de petites cités au caractère authentique et bien trempé, semblant s'accrocher au temps, comme au cœur de paysages spectaculaires rythmés par l'Orbe et ses affluents. Ce territoire recèle aussi de joyaux en tout genre qu'on prend plaisir à découvrir, avec d'un côté un ensemble de lieux commandés par une nature verdoyante et partagés entre la fraîcheur apportée par les lacs et les cours d'eau, et celle des forêts denses, dominées par un peuplement de feuillus, un milieu majeur où se côtoient routes, sentiers de randonnée. Et de l'autre côté, des monuments à l'histoire riche et fascinante qui ont traversé les époques. Il prend sa source à la limite du département de l'Aveyron, près de la localité des Rives et ses fameux lacs temporaires. Il s'agit donc d'un phénomène spectaculaire, naturel, particulier, qui est pratiquement unique au monde. Il s'agit donc des lacs temporaires. Toute cette zone-là est inondée après de très très fortes pluies. Nous sommes là devant un karst, c'est-à-dire donc une plaine qui normalement est sèche et qui après les pluies donc est complètement envahie par l'eau. La pierre que vous avez ici donc se désagrège en sable. Ces sables bouchent toutes les fissures de ce causse, si bien que l'eau bien sûr stagne et peut rester pendant une semaine, 2 semaines, un mois, un an, tout dépend. Voilà la particularité de ce que l'on appelle ici les lacs temporaires. Sur les photos que j'ai là devant moi, on peut se rendre compte que la période de lac peut être plus ou moins longue. À la fin du siècle dernier, la cuvette est restée remplie 1 an environ. Ce phénomène rare revient de temps en temps, comme en 2023, où l'on avait assisté à de fortes pluies pendant une longue période. Les lacs sont donc alimentés par le ciel et non pas par la terre. Cette région du plateau du Larzac date de l'ère secondaire, du Jurassique. Elle est formée par des rochers ruiniformes qui sont de véritables curiosités touristiques. Les lacs éphémères apparaissent et peuvent faire plusieurs hectares et atteindre une profondeur de 12 mètres. On a devant nous un vrai patrimoine géologique et puis un jour, les lacs, ils disparaissent. L'Orbe poursuit son cours dans cette région montagnarde et volcanique, au milieu de petits lacs et de gorges. Son parcours tumultueux et sinueux est sujet à de brusques différences de débit entre l'été et l'hiver. Il a la particularité sur son trajet relativement court d'être alimenté par de nombreuses eaux de ruisseaux qui vont s'y jeter. Et l'un des premiers est le Graveson. D'une faible longueur, il a pour particularité de traverser l'Unasse avant de se jeter dans l'Orbe. L'Unasse, un lieu charmant connu pour son côté historique. En grimpant dans cette bourgade nichée sur les flancs d'une colline, un petit côté champêtre ressort de ses innombrables ruelles et de ses habitations en pierre d'époque. L'Unasse, réputé aussi pour ses nombreux ponts. L'un d'eux en particulier attire immanquablement l'attention du visiteur. Un vieux pont à 3 arches inégales. Alors nous sommes ici à la confluence donc, de plusieurs rivières qui caractérisent le petit village de l'Unasse. D'une part le Graveson, le ruisseau de Nise
et le ruisseau de Saint-Georges. Les ponts situés derrière moi donnent un caractère particulier à Lunas, ce qui lui donne aussi un petit côté de Venise champêtre. Le bourg s'est établi au pied de ce rocher, le Redondel, un vrai petit nid d'aigle, occupé par un château datant du début du premier millénaire et qui a connu ses heures de gloire au Moyen-Âge. Il fut détruit au début du XVIIe siècle. Pendant toute cette période, il fut un point stratégique de première importance, compte tenu de son emplacement dominant toute cette région du Lot-des-Voies. L'endroit d'implantation est particulièrement bien choisi, inaccessible. Les seigneurs ne pouvaient le rejoindre que par un pont-levis. À la sortie de Lunas, le lit de l'Orbe, gonflé par les eaux des affluents rencontrés en amont, est bien dessiné. La commune de Diot et Valquières apparaît, 2 communes en une. Valquières, la seconde, chef-lieu jusqu'à présent, est un village médiéval construit au milieu de reliefs accidentés, réputé pour ses vieilles maisons en pierre et son église. Tandis que la première est connue pour son château historique, la forteresse de Diot, parfaite construction militaire située dans un emplacement stratégique. Cette forteresse surplombe les collines de terre rouge, couleur due à l'oxyde de fer qu'elle renferme. Ce château présente ses imposantes murailles depuis l'époque féodale. Aujourd'hui encore, il continue à être un attrait de toute cette région vallonnée du Haut-Languedoc, parmi les nombreux châteaux survivants de cette époque. Alors que le cours de l'Orbe voit son débit s'accélérer peu à mesure qu'il franchit les glissières en rejoignant sa partie médiane. Une région dominée par ses villages historiques prennent place en retrait des petits villages médiévaux à l'atmosphère paisible, à l'image de Villemagne-l'Argentière. Un véritable musée de vieilles pierres à ciel ouvert, présentant des édifices millénaires particulièrement bien conservés, qui nous laissent pantois, à l'image de son ancienne église Saint-Grégoire, transformée en entrepôt municipal, et de sa tour de Mirande. Un bourg traversé par un autre des affluents de l'Orbe, la Mare, que l'on retrouve un peu en amont au niveau du pont du Diable. Ce pont de Diable est particulier. Il a été construit il y a 2 siècles afin d'acheminer le charbon, les convois de charbon, jusqu'à Hérépian, petite ville où il y avait donc des verreries. Alors, ce pont entièrement caladé a été construit en pente afin donc de rejoindre les 2 rives qui sont d'altitudes différentes. Ce pont, qui date donc de la fin du XVIIIe siècle, a été recouvert par des galets de rivière, comme vous pouvez vous en apercevoir. Plus bas, dans la vallée, jaillirent des eaux au pouvoir presque magique, révélées il y a 4 siècles par des mineurs en quête de métal. De ces sources naquit une station thermale, son casino et son centre de cure qui présentement apportent un certain réconfort à tous les Parkinsoniens.
L'Orbe continue son cours dans la vallée, en aval, où il ne manque pas d'attirer les pêcheurs, et nombreux sont ceux qui traquent la truite. Ses fonds caillouteux, ses eaux froides saturées en oxygène, sa végétation rare sont appréciés par certaines catégories de poissons. Le verron et la truite, notamment, peuplent ces eaux cristallines. Des pêcheurs souvent contraints de patienter pour réaliser une bonne pêche. Les oiseaux voraces sont passés par là, en premier lieu desquels on trouve les martins pêcheurs, les hérons et les cormorans. Certains de ces affluents qui s'écoulent dans des gorges aux dénivelés importants offrent aussi un espace idéal pour la pratique de la pêche de poissons variés. Le verron et la truite fario notamment apprécient ces eaux claires et vives. Sébastien Salavin, pêcheur à la mouche de renommée, connaît bien la région. On le retrouve sur l'Arles, affluent de l'Orbe en aval de la Malou. Ici on est dans les gorges de Colombières. C'est très beau, c'est un torrent de montagne qui descend du mont Caroux. Sur la haute et moyenne vallée de l'Orbe, tout est en première catégorie, sauf l'Orbe en aval de Bédarieux. Donc là, je pêche à la mouche. Donc la pêche à la mouche se différencie des autres techniques de pêche du fait qu'il n'y ait pas de poids au bout de la ligne. Et donc on pêche avec des imitations d'insectes, des insectes qui vivent dans la rivière. Il y a eu un gobage là-bas. Je pense qu'on va essayer avec une plus petite mouche. Du coup, oui, on a vu un poisson gobé. J'ai fait un passage avec la mouche que j'avais mis, mais ça n'a rien donné. Du coup, je vais changer la mouche. On va la graisser un peu, vu qu'elle est toute petite. Donc là, c'est une toute petite mouche en montage parachute, avec un petit pompon blanc pour pouvoir la repérer. Je ne relance pas de suite dessus pour essayer de ne pas l'effrayer. Et voilà, quand on ne sait pas trop où pêcher, c'est bien d'essayer là où il y a un peu d'écume, parce que c'est là que vont passer naturellement les insectes. Mais voilà, bon, souvent à la pêche à la mouche, on a une chance, pas deux. Sébastien n'aura donc pas plus de chance. Encore un lieu où la pêche pourrait se faire rare. Sur cette partie, l'Orbe profite des eaux de deux affluents, l'Arles et l'Éric, avant de virer en direction de Béziers et de la Méditerranée. Ces affluents vont se jeter dans l'Orbe après un parcours tumultueux dans des gorges. Le premier, l'Arles, a creusé la roche du massif pour former un canyon étroit, créant un site extraordinaire, difficile d'accès. Ce lieu sauvage et unique, le printemps venu, devient le paradis des marcheurs, des randonneurs et des escaladeurs. Par moments, on pourrait se croire en Ouganda à chasser le gorille. Mais nous sommes bien au pied du Karoo, sommet de l'Hérault. Un massif montagneux qui présente des pentes abruptes et des falaises de schiste, avec des dénivelés importants propices à l'escalade. Et nombreux sont ceux qui s'y adonnent.
Tout au long de son parcours, dans un cadre irremplaçable, l'Arles nous dévoile des vrais sites photogéniques. En fin de course, l'Arles et ses eaux agitées au milieu de roches impressionnantes rejoint l'Orbe à Colombières. Petite localité intéressante sur la route de Mazamet. Plus en avant, entre blocs de granit et piscines naturelles, le second affluent, l'Éric, se fraye un chemin entre châtaigniers et chênes verts, lui aussi en plein massif du Carroux. Il y a même des ifs sauvages qui ont permis de soigner des cancers. À mesure que l'on pénètre dans ces gorges, on constate que son cours s'encaisse dans une succession de trous d'eau propices au canyoning. Alors ici, pas l'homme qui a façonné la nature, mais c'est l'eau, la rivière. Un parcours chaotique impressionnant, mais également intéressant pour les géologues. En effet, il y a des millions d'années, des mouvements tectoniques ont provoqué la surrection d'une chaîne de montagnes ancêtre des reliefs présents. Lors de ces mouvements, les conditions extrêmes de température et de pression ont transformé les granites originels en gneiss, une roche qui diffère par sa structure, une roche caractéristique avec ses différents minéraux alignés. Entre gouffres et cascades, cette rivière n'en finit pas de dévaler la pente. Comme la plupart des cours d'eau méditerranéens, il peut connaître de très fortes variations de débit et devenir torrentiel. Ici, la nature est omniprésente. Grimper dans ce site est un cadeau du ciel. Un vrai plaisir des yeux qui prend tout son sens. Moi je suis venu ici parce que je suis bourré de rhumatisme, parce que je viens de Belgique, et voilà, j'ai fait de l'escalade, j'en faisais déjà avant, et mon petit-fils, grâce à ça, il est devenu champion. Mais ici, il n'y a que des sportifs, il y a des champions, il y en a partout, quoi. Ça vaut vraiment la peine de venir parce qu'une fois qu'on est venu, on y revient toujours, quoi, voilà. C'est trop beau, on marche la tête levée comme ça, et on peut nager, on peut tout faire, quoi. Voilà. À Tramassac, l'Orbe change de direction. Il infléchit son cours pour rejoindre le sud et la mer dans laquelle il va se jeter. Pas loin, le village d'Olargues, un des plus beaux villages de France, inspire le respect. Cette localité médiévale, bâtie à flanc de montagne, domine toute cette partie de ce fleuve, décidément bien attrayant. Encerclé par le Jaure, encore un affluent de l'Orbe, Olargues apparaît sur son rocher, au cœur de ce massif du Haut-Languedoc. Un des plus vieux ponts médiévaux de France trône sur ses rives. Un pont roman qui servait à acheminer des provisions au village par des charrettes larges. Un pont relativement haut, qui apparaît encore mieux lorsque l'eau du Jaure peut être amenée à se faire rare. Il est interdit à la circulation et ouvert uniquement aux piétons. Guy Chauvet a la particularité de l'emprunter souvent. Après un parcours au milieu des ruelles, nous le retrouvons sur le pont. Village fortifié au Moyen-Âge, bâti sur le versant d'un oppidum, il est dominé par l'ancien donjon carré du château, devenu le clocher de l'église situé en contrebas. Olargues is a very, very beautiful city. Les touristes ne manquent pas de l'apprécier. Et sont friands de ces rues médiévales étroites et caladées, permettant, depuis le pont du Diable, de monter en direction du centre du village. Le quartier haut, aux maisons plusieurs fois centenaires, a connu les vicissitudes de la croisade contre les Albigeois au XIIIe siècle.
Puis, au XVIIe siècle, les crises des guerres de religion. Il reste de cette époque des portes de la ville, l'escalier de la commanderie et nous allons voir également quelques portions de remparts. On peut accéder à l'église par un escalier de lauze, curieux par ses marches ajourées, Nous voici à l'escalier de la commanderie. autrefois appelé escalier noir. Au Moyen-Âge, les gens vivaient dans l'insécurité. C'est pourquoi les maisons sont toutes serrées les unes contre les autres afin de servir de rempart. Nous sommes sur le chemin de la citadelle qui mène au sommet à la tour carrée. On la voit la tour là-haut. Et c'est un château qui date de quelle époque? Ah, ça y est, oh, il est médiéval. Comme tous les châteaux à tour carrée, il doit dater du 8e, 9e siècle peut-être. La tour qui surmonte le village, seul reste du château féodal, a été transformée en clocher en pleine période de fin du Moyen-Âge et de transformation économique. Nous sommes ici au sommet sur les ruines du château féodal. Niché dans un site exceptionnel, au milieu des vieilles pierres, vestiges des remparts, qui ont certainement toutes de belles histoires à nous raconter, on plonge du haut de la citadelle sur le pont du Diable, qui coiffe le Jord, un dénivelé impressionnant qui interpelle. Mais cette cité pétrie d'histoire a d'autres ponts à nous révéler, et même un véritable viaduc à la sauce Eiffel qui enjambe lui aussi le Jord. Du haut de ces 25 mètres, on peut admirer au largue, en l'arpentant à vélo ou à pied, puisque depuis bien longtemps, il ne supporte plus la voie ferrée Bédarieux-Mazamet. Le massif du Carroux concentre l'attention des amoureux de la nature. Ce massif de moyenne montagne et son côté sauvage imposent son tempo à l'Orbe. C'est à Tarassac, dans la vallée et dans un cadre respectable, que le cours de l'Orbe bifurque en direction de Béziers. L'Orbe entame la dernière étape de son parcours tumultueux. Un moulin à l'abandon, ancien bâtiment d'exploitation agricole, apparaît sur sa rive droite. Il contribue à nous rappeler combien ce fleuve a toujours été un outil de travail. Dans cette partie, l'Orbe, cerné par les massifs du Carroux et l'Escandorgue, et favorisé par la topographie des lieux, permet la conservation de milieux exceptionnels. En descendant, son parcours dessine des méandres, en raison des roches dures qu'il rencontre et le contraignent à serpenter. Son cours profite de la faible pente de la vallée. Ses courbes et ses méandres régulent l'énergie de son eau, bien que son débit reste capricieux et contribue à lui donner un aspect sauvage en contrastant avec le patrimoine bâti. Le long, à flanc de colline, prennent place des villages moyenâgeux remarquables, à commencer par l'incontournable Vieux-Sang. Situé au cœur des vignes et posé à flanc de coteau, l'inspiration italienne de ce village saute aux yeux, avec sa tour, vestige de l'ancien château, dominant les maisons empilées d'une façon très caractéristique qui épouse le relief des rochers. Ce tout petit village préservé, de guère plus de 60 âmes, ne comporte malheureusement pratiquement plus d'habitants originaires de la région. Nous sommes là parce qu'on a eu un coup de cœur en se baladant en vélo dans la région et on s'est dit que c'était un village qui valait le coup, qui n'était habité que par très peu de gens, mais beaucoup d'étrangers qui achetaient les maisons, qui les retapaient de façon très correcte. Et donc on a acheté une petite maison ici et on s'en trouve très bien parce que c'est calme. On n'entend pas les voitures, on n'entend que la rivière et donc c'est très intéressant pour nous qui sommes du nord et ici ça nous fait nous reposer vraiment dans le calme.
Des arbres plusieurs fois centenaires, aux racines tentaculaires et gigantesques, voire envahissantes, participent à son charme singulier et à son côté pittoresque. On prend plaisir à découvrir son histoire riche et son origine ancienne, caractérisée par ses bâtiments anciens ou ses activités traditionnelles, entre amas de pierre ou constructions médiévales. Ici, la voiture n'a pas sa place. C'est donc à pied, au milieu de toutes ces ruelles étroites et de ces maisons nichées sur les versants, que son patrimoine se dévoile. Tout étranger résidant ici prendra plaisir à nous le vanter, tout en nous rappelant la douceur de vivre qui règne dans ce secteur. C'est une maison de vacances que nous avons achetée il y a 35 ans. Nous sommes très heureuses ici. En face, de l'autre côté de l'Orbe, que l'on traverse par un pont, s'étendent les vignes de Saint-Chinian. Elles ont su tirer profit d'un sol unique, mêlant calcaire et schiste. Ces sous-sols riches et contrastés offrent aux vignerons un véritable trésor, un terroir à double face, à la fois minéral et vivant, qui donne naissance à un vin de caractère. Un vin dont la personnalité n'existerait pas sans cette alchimie. Plus bas, en contrebas de la voie en direction de Béziers, le hameau de Seps présente des caractéristiques similaires. Un hameau typique construit au bord du fleuve, avec lui aussi ses ruelles étroites bordées de maisons en pierre. Son pont, quoique magnifique, semble totalement disproportionné par rapport à l'échelle du village, mais qui permet néanmoins de rejoindre la sous-préfecture de l'Hérault. Et en s'y rapprochant, on tombe sous le charme de Roquebrun et de son côté très méditerranéen. Surplombant elle aussi l'Orbe, cette bourgade dévoile un patrimoine remarquable. Sur ses rives se dressent encore de vieux moulins, dont les structures solides, héritées du Moyen-Âge, ont bravé le temps. Ces bâtisses robustes servaient autrefois à fabriquer de l'huile ou à broyer les graines et les céréales. Il s'agissait de moulins dits banaux, associés à un four collectif, le four banal, mis à la disposition des villageois pour un usage partagé. Depuis les moulins, on peut admirer un pont, véritable emblème du lieu. Un pont singulier, avec ses 7 arches en pierre qui enjambent l'Orbe. Depuis ce bel ouvrage, on profite d'un panorama exceptionnel sur la bourgade. Ici, la lumière est omniprésente, et ce n'est pas un hasard si l'endroit est surnommé le Petit Nice. Depuis la terrasse de la brasserie éponyme, on déguste des glaces. Mais surtout, on savoure la vue imprenable sur l'Orbe et son pont monumental, un lieu très prisé. Nice, peut-être pas, mais pourquoi pas le Nice de l'Hérault? C'est vrai que la situation du village, exposé plein sud, lui permet d'emmagasiner la chaleur et d'en faire un lieu propice à la végétation exotique, presque méditerranéenne. C'est une bourgade où il fait bon flâner, en particulier en fin d'après-midi, à la découverte d'un patrimoine soigneusement préservé entre ses ruelles médiévales, les berges du fleuve et sa richesse avec ses maisons anciennes fièrement revêtues de crépi. Un village sécurisé. L'intrigante tour de guet qui le domine semble veiller à sa sécurité. Certains diront même qu'il est surprotégé, tant le lieu veille jalousement sur son héritage. En quittant Roquebrun, quelques kilomètres après, l'Orbe reprend un parcours un peu plus rectiligne. Ses eaux vivifiantes à l'approche de l'été sont toujours recherchées. Il s'élargit à la hauteur de Cessenon-sur-Orbe, dominé depuis des siècles par son donjon. Un bourg qu'il traverse sans coup férir en coulant paisiblement le long de ses remparts. Il reprend ses caprices à l'approche du verrou de Réals, célèbre pour ses rapides.
sa base de canoë-kayak réputée sur tout le territoire. Un endroit où la roche forme des gorges encaissées impressionnantes. Le domaine de Réals est un site naturel qui se resserre et qui permet la compétition de canoë-kayak de haut niveau. Où actuellement il y a un niveau d'eau très important suite aux dernières pluies du week-end. Voilà, donc vous êtes bien au bord de l'Orbe, à la base de canoë de Réals. Et vous avez juste ici là, donc, le fameux chaos de rocheux de Réals, là, qui est le dernier passage voilà, très mouvementé sur la rivière avant que l'Orbe ne rentre dans la plaine. On a des parties de rivière avant le chaos rocheux qui sont plutôt calmes. Et là, c'est les derniers rapides très très forts et qui donnent des mouvements d'eau très particuliers, des rouleaux, des dénivellations. Et donc on a une partie de rivière voilà, qui est très très agitée. Et juste après ce chaos rocheux, donc une fois qu'on a franchi le pont de Réals, on va retomber à nouveau dans la plaine et du coup avec des parties de rivière qui sont beaucoup plus calmes. Il offre un site de chaos total, comme un décor naturel somptueux. Après s'être mis en colère dans les rapides du Réals, l'Orbe s'assagit jusqu'à Béziers. Ses flots reprennent un cours normal au fil de leur avancée vers la mer et font le bonheur de ses habitants. En traversant la sous-préfecture, nous remarquons au passage, dominant le fleuve de toute sa majesté et perché sur des remparts, une forteresse gothique, fierté de tous les Biterrois, à savoir l'imposante cathédrale Saint-Nazaire. Ceux-ci sont également très fiers d'une autre réalisation, le remarquable canal du Midi. Et à contrario, en période estivale, cette fois, c'était l'insuffisance d'eau qui empêchait les bateaux de naviguer ou de naviguer. Un canal qui fait le bonheur de nombreux vacanciers, qui, l'été venu, goûtent au plaisir tranquille des péniches glissant sur ses eaux. Une construction chère à Pierre-Paul Riquet, un génie, qui permit de relier la mer Méditerranée à l'océan Atlantique par un prodigieux système d'écluses en enfilade sur un dénivelé impressionnant. Un ouvrage spectaculaire. Ce ne sont pas moins de 9 écluses qui composent un véritable ballet aquatique, comme au bon vieux temps de Louis XIV. Mais l'Orbe n'en a cure. Il cède à peine un droit de passage à ce chef-d'œuvre d'ingénierie avant de reprendre sa course libre, quittant Béziers pour aller se fondre dans la Méditerranée, après un périple aussi discret que fascinant au cœur de l'Occitanie. Ainsi va le destin d'un fleuve qui fait aussi la fierté de tout le Languedoc.